Keritungol est à peine derrière nos 2 vaillants hobbits que les plaines de Gorgoroth approchent déjà. Mais avant de les atteindre, nos 2 héros ont encore du pain sur la planche. Enfin, pas vraiment, car la nourriture commence à leur manquer. L'eau coule encore ça et là, dans le Mordor gris et froid, mais pour combien de temps ? Et bien que les chemins qu'ils empruntent à bout de force semblent calmes, ils ne sont pas vides pour autant. Que ce soit d'orques de toute taille ou d'anciens compagnons à croupeton. Bonjour. Oh, quelle introduction. J'en ai des frissons Ouais, moi aussi. d'imaginer une créature à croupeton derrière moi. Oh mon Ah. Dieu, dans son panier. Non, je ne vois personne, tout va bien. Attends, quoi, ça ne te plaît pas d'imaginer une petite créature à courbeton avec un pagne séducteur? Mais ce que je redoute plutôt, c'est ces longs doigts palmés qui viendraient se glisser derrière, devant mes yeux pour entendre dire derrière ma tête qui c'est Derville. Mais moi je ne redoute rien, moi j'adore les personnes avec 3 cheveux sur le caillou, quelques dents. Toi, tu ne redoutes rien parce que tu as l'esprit d'Iluvatar en toi. Oui, c'est ça. Eh bien, on part donc pour ce 2e chapitre du 6e livre. Comment allez-vous, tout simplement ? Écoutez, vraiment très bien. Eh bien, à cette veille d'une nouvelle année, je me sens ragaillardi, je suis tout ravi et non pas rapi comme la semaine dernière. Tiens, ça m'intéresse. Quelles sont tes résolutions, Julien? Mes résolutions, eh bien, c'est de marcher au moins à moitié plus que Frodon et Sam dans le Mordor, mais ça va, je suis un grand marcheur. De manger aussi bien que Merry et Pipin, à savoir 2 petits déjeuners par jour, et de continuer mes aventures avec vous aussi. Oh. Tu ne veux pas le destin de Théoden, c'est ça ? Oh, bah, j'avoue que si je devais mourir ainsi à 80 ans, En héros. ça pourrait être pas mal comme fin, mais pour l'instant non, je suis bien là où je suis. Je vais faire remarquer que nous rentrons en 2024 et que nous avons commencé ce podcast en 2022 Waouh. et que nous allons l'achever en 2024 probablement. En tout cas, l'achever, je ne veux pas de cris de panique, je les entends d'ici. Mon Dieu, L'achever, s'il vous au moins plaît. achever un bel arc, en tout cas le principal, le défi pour lequel on s'était lancé au tout début. Donc c'est beau, c'est beau. Ouais. Et toi, tu vas bien, FX? Moi, ça va très bien. Écoute, Ouais. résolution de l'année. Oui. Partir en moto. Partir en Faire voyage, des en moto, voyages. voilà, où j'essaierai d'écouter d'autres podcasts que le nôtre. Ouais. Enfin non, je peux peut-être écouter le nôtre en voyage, comme beaucoup d'entre vous le font. D'ailleurs, ouais, j'espère qu'il y a encore des gens qui nous écoutent sur la route en cette période de Noël. Peut-être qu'il y avait des gens en vacances qui sont un petit peu partis, qui étaient peut-être au ski, je ne sais pas. Ouais, bah, On vous remercie en tout cas toujours de nous suivre. Merci beaucoup, merci à nos tipeurs qui, comme on le disait, comme on le dit à chaque fois, nous aident vraiment à pérenniser le projet. Petit rappel évidemment comme d'habitude, même si on se répète, mais n'hésitez pas à noter, partager, à nous suivre sur les réseaux, ça nous aide à fond. etc. Donc merci beaucoup. Eh bien, tu sais quoi, Cyril, j'ai quand même une résolution un peu plus en lien avec ce podcast à laquelle je vais me tenir cette année, car je ne l'ai toujours pas fait, c'est de terminer le Silmarillion, et on verra si peut-être cette résolution peut me servir à quelque chose, avec certaines personnes, pour un certain projet, ou pas tout de suite. Nous verrons. Je vois pas de quoi tu parles, mais bon, vas-y. C'est une bonne idée. Eh bien donc, lançons-nous tout de suite pour ce chapitre 2 du 6e livre, Le Pays de l'Ombre. Il reste juste assez de présence d'esprit à Sam pour remettre vivement la fiole dans son sein. « Courez, monsieur Frodon! Non, pas par là! C'est à pic par-dessus le mur! Suivez-moi !» Ils fuient tous 2 le long de la route qui part de la porte et les emmène hors de vue de la tour. Ils sont échappés pour le moment. Tapis contre le rocher, ils reprennent haleine, puis ils se crispent. Perché sur le mur près de la porte en ruine, le Nazgûl lance des cris de mort qui résonnent contre les falaises. Car oui, la créature ailée qui était apparue sur les ruines de la porte était bien un Nazgûl et non pas une créature à croupeton ou encore, que sais-je, une créature sans nom. Terrifiés, les hobbits repartent en trébuchant et s'exposent pendant un moment affreux à la vue de la tour. Ils jettent un regard en arrière et voient la grande forme noire sur le rempart, puis ils plongent entre les murs de rochers dans une percée qui descend en pente rapide vers la route de Morgul. Ils arrivent au carrefour. Aucun signe d'orque, aucune réponse aux cris du Nazgûl. Mais ils savent que cela ne durera pas. « Ça ne va pas, Sam. Si nous étions de véritables orques, nous nous précipiterions vers la tour. Nous ne nous enfuirions pas. Le premier ennemi rencontré nous reconnaîtra. Il faut abandonner cette route. Mais nous ne pouvons pas. Pas sans elle, monsieur Frodon. »
En effet, les faces orientales de l'Effelduat sont à pic, tombant en falaise et en précipice jusqu'à l'auge noire qui les sépare de la chaîne intérieure. Un peu au-delà du carrefour, après une autre pente raide, un léger pont de pierre franchit le vide et mène la route vers les pentes couvertes d'éboulis et les gorges du Morguet. Par un effort désespéré, Frodon et Sam se ruent sur le pont. Ils en ont à peine atteint l'autre extrémité qu'ils entendent commencer le haro. Soudain, la cloche de la tour de Kiritungol retentit de nouveau, des cors sonnent, et à présent, des cris répondent d'au-delà du pont. Perdus dans l'auge sombre, ils ne peuvent rien voir devant eux, mais entendent déjà le pas lourd de pieds ferrés et la battue rapide de sabots. Les hobbits gagnent à 4 pattes le parapet bas du pont, ils ne voient pas ce qu'il y a en bas, juste le début de la pente du gouffre qui finit Dieu sait où, et ils se laissent glisser. Tandis même qu'ils tombent, des cavaliers passent en trombe sur le pont, suivis du claquement des pieds des orques qui courent derrière. Redoutant à moitié un plongeon fracassant sur des rochers invisibles, ils atterrissent après une 12aine de mètres dans un fouillis de buissons épineux. Leurs vêtements sont déchirés par les épaisses et longues épines, leur peau égratignée, et quand le son des sabots et des pieds est assez éloigné, ils se libèrent des ronces. Le jour reparaît dans le monde extérieur, et loin au-delà de l'obscurité du Mordor, le soleil monte au-dessus de l'horizon oriental de la Terre du Milieu. Mais ici, tout est aussi sombre que la nuit. Le vent d'est qui soufflait depuis le départ d'Ithilien a cessé. Lentement, péniblement, les hobbits descendent à tâtons, trébuchant, jouant des pieds et des mains parmi les rochers, les ronces et le bois mort, à l'aveuglette dans les ombres, plus bas, toujours plus bas, jusqu'à ne pouvoir aller plus loin. Ils finissent par s'arrêter, et ils s'assoient côte à côte, le dos contre un gros bloc de pierre. Tous deux transpirent abondamment. « Si Chagratin personne m'offre un verre d'eau, je lui serrerai la main, » dit Sam avant de s'assoupir. Frodon prend quelques instants pour lui, se relève et constate la somnolence de son compagnon, qui l'aide à se remettre péniblement sur pied. « Ça fait longtemps que je n'ai pas dormi convenablement, monsieur Frodon, et mes yeux se sont simplement fermés d'eux-mêmes. » Ils prennent la direction du nord, mais doivent vite s'arrêter. « C'est inutile, Sam. Je ne peux le supporter. Cette côte de maille, je veux dire, pas dans mon état actuel. Même ma côte de mithril paraissait lourde quand j'étais fatigué, mais celle-ci l'est beaucoup plus. Et à quoi bon ? Mais nous aurons peut-être à nous battre. Il y a des poignards et des flèches perdues. Et ce Gollum, il n'est pas mort. Je n'aime pas à penser que vous n'auriez rien d'autre qu'un bout de cuir pour vous protéger d'un coup de poignard dans le noir. » Ça, c'est une jolie référence à un vieux chapitre du premier livre, à un poignard dans le noir. « Écoute Sam, mon gars. Je suis fatigué. Il ne me reste aucun espoir. Je dois poursuivre ma tentative d'arriver à la montagne tant que je pourrai bouger. Et l'anneau suffit. Ce poids supplémentaire me tue, je dois m'en débarrasser. Monsieur Frodon, je vous porterais sur mon dos si je le pouvais. Laissez-la tomber alors. » Il ne croit pas si bien dire, Sam. À peine Frodon enlève-t-il son manteau et sa cotte de maille qu'il frissonne. Car oui, effectivement, au Mordor, on pourrait l'imaginer avec les images qu'on en a, que c'est un pays désolé, aride, stérile et chaud. Mais en fait, non, c'est un pays de lave et de feu au loin, mais c'est un endroit où il fait particulièrement froid au Mordor. Nos compagnons vont avoir froid pendant les quelques jours où ils vont traverser cette terre dévastée. Quand ils n'auront pas, en tout cas, une jolie tunique de cuir sur leurs épaules, bien sûr. Tout à fait. Ou qu'ils ne seront pas en train de courir pour éviter quelques rôdeurs à croupetons qui seraient sur leurs traces. Ou quand ils ne seront pas à côté d'une mer de lave. Non, c'est vrai. aussi. Tandis que Frodon frissonne de froid, Sam lui tend sa cape elfique ainsi qu'un chiffon d'orque par-dessus. Bon, ce n'est pas tout à fait à la mode orque, mais cela vous tiendra plus chaud, et je suis sûr que cela vous protégera mieux que tout autre équipement. Ça a été fait par la dame après tout. Le porteur de l'anneau se sent derechef un peu plus léger, ce qui n'empêche pas une obscurité épaisse d'envahir son cœur. Tandis que j'étais en prison, Sam, j'essayais de me rappeler le brandevin, le bout des bois et l'eau courant au travers du moulin à Hobbitbourg. Mais je ne puis les voir à présent. Ah, si seulement la dame pouvait nous voir ou nous entendre, je lui dirais « Madame, ma bonne dame, tout ce qu'il nous faut, c'est simplement de la lumière et de l'eau. Juste de l'eau pure et la simple lumière du jour, plutôt que des joyaux, sauf votre respect. Hein. Mais la Lorien, elle est loin. » Ils repartent, et ils ne sont pas encore allés bien loin que Frodon s'arrête à nouveau. Car cette fois-ci, un cavalier noir les survole. Il le sent. Ils restent tous les deux tapis sous une grande pierre, dos à l'ouest, immobiles, et ne parlent pas durant quelque temps. Puis Frodon a un soupir de soulagement. Le Nazgûl est parti. Ils se relèvent alors tous deux et écarquillent les yeux. Dans le lointain, à gauche, les pics et les hautes crêtes de la grande chaîne commencent d'apparaître, sombres et noires,
des formes visibles se détachant sur un ciel qui devient gris. La lumière croît derrière eux, elle se glisse lentement vers le nord. Une terne lumière filtre dans le Mordor, comme le pâle matin au travers de la fenêtre noircie d'une prison. « Regardez, monsieur Frodon, regardez ça ! Le vent a changé, il se passe quelque chose, tout ne marche pas à son gré. Ces ténèbres se dispersent là-bas dans le monde. » C'est le matin du 15 mars, et sur la vallée de l'Anduin, le soleil s'élève au-dessus de l'ombre de l'Est. Le vent du sud-ouest souffle, et à ce moment précis, Théoden gît sur les champs du Pélénor. Tandis que Frodon et Sam contemplent la frange de lumière s'étendant tout le long de l'Effelduat, ils voient une forme qui vient à grande vitesse de l'ouest, d'abord simple point noir mais grandissante, jusqu'au moment où elle plonge comme un carreau d'arbalète en passant au-dessus d'eux. Dans son vol, elle lance un long cri strident. C'est la voix d'un Nazgûl, un cri de douleur et d'effroi, porteur de mauvaises nouvelles pour la tour sombre. Le seigneur des chevaliers servants de l'anneau a rencontré son destin. Que vous disais-je ? Il se passe quelque chose. Une meilleure tournure, monsieur Frodon. N'avez-vous pas quelque espoir dorénavant ? Bof, pas beaucoup. Je suis tellement fatigué et l'anneau est si lourd, Sam. Je commence à le voir tout le temps dans ma tête, comme une grande roue de feu. Allons, monsieur Frodon. Nous avons un peu de lumière, assez pour nous aider. Et pourtant, je devine qu'elle est dangereuse aussi. Essayez d'aller un peu plus loin. Alors, on s'étendra tout près l'un de l'autre et on essaiera de se reposer un peu. Mangez un morceau maintenant, une bouchée de la nourriture des elfes. Ça pourra vous redonner un peu du chaud au cœur. Donc c'était effectivement bien, comme nous le disions la semaine dernière, un cri du Nazgûl qui venait de périr sur les champs du Pélénor face à Éowyn, que nos héros allaient rencontrer, allaient en tout cas voir passer jusqu'à Barad-dûr. Et donc là, on est le 15 mars. Oui. Et l'anneau sera détruit le 25. Ça, vous savez, du coup. Encore 10 jours encore à 10 traverser jours, le Mordor. Pourtant, il reste plus beaucoup de Côté. quantité de livres jusque-là, donc ouais, on va... Et plus beaucoup de quantité de nourriture, surtout. Aussi, ni ouais. d'eau. Mais attends, tu viens de dire quoi, là, avec le Nazgûl, par contre Donc cette voix qui vient de passer au-dessus d'eux, cette ombre, ce cri strident d'un Nazgûl, c'est celui du roi sorcier d'Angmar, qui au même moment vient de périr sur les champs de Pélénor. Oui, mais pour moi, c'est un autre Nazgûl. Pour moi, c'est un autre Nazgûl qui repart, qui va annoncer la nouvelle à Sauron. Vu on avait déjà dit que la semaine passée, le Nazgûl qui passait, pour nous, le roi sorcier était déjà sur place. Ouais. Vu qu'il y avait toute la bataille où le roi sorcier, lui, il est déjà là depuis longtemps, et il va même à la Là, c'est porte. la chute du roi sorcier. Oui, on a un Nazgûl qui passe avec une créature ailée et qui crie. Ouais. Mais son cri ne fait pas peur. C'est un cri qui est, en somme toute, plutôt en espèce de cri c'est ce qu'il De fait, réaction. de réaction, de triste. Enfin, ils le Eh disent bien, eux-mêmes, quoi. Ça ne fait... Certainement, c'est plus logique que ce soit ça. Moi, je l'imaginais en fait comme une véritable ombre. Comme, Ouais, c'est tu ça, vois, ok. comme si c'était, on va dire, l'âme du roi sorcier qui allait rejoindre Barad-dûr, mais en fait, ce n'est pas ça, tu as raison. C'est en fait un autre Nazgûl C'est un qui autre a Nazgûl qui senti ou appris la Ouais, défaite de son chef, Ouais. qui vient en toute vitesse l'annoncer à Barad-dûr. Effectivement, c'est ça, FX. Tu fais bien de le préciser, merci. Et son cri, c'est ça qui évoque en tout cas Sam et Frodon, son cri ne fait pas peur comme d'habitude. Et ils se disent, C'est un cri d'échec. Ouais, c'est ça, c'est un cri d'échec. Et ils se disent, il y a quelque chose qui se passe. Ils sentent que Sauron, même en entendant ça, il y a il faiblit, ou en tout cas il sent peut-être la peur et via l'anneau que Frodon a sur lui. Ils le comprennent, ces sages hobbits. Avec leur sagacité. Tout en mâchant du mieux que leur permettent leurs bouches desséchées, une gaufrette de lambasse qu'ils partagent, Frodon et Sam poursuivent leur marche pénible. La lumière, sans dépasser un crépuscule gris, leur suffit pour voir qu'ils sont profondément enfoncés dans la vallée qui sépare les montagnes. Elle monte en pente douce vers le nord, et dans le fond court le lit à sec d'un ruisseau à présent disparu. Au-delà de son cours rocailleux, ils voient tous deux un sentier battu qui suit en lacet le pied des escarpements de l'ouest. Ce sentier sert aux patrouilles ou aux messagers qui se rendent rapidement au petit poste entre Cirith Ungol et les pertuis de Lysenmus, la mâchoire de fer de Karak en graine. Il est périlleux pour les hobbits d'emprunter un tel sentier, mais ils doivent le faire, et vite, car leur presse et Frodon faiblit. Et puis, le nord est peut-être la voie que les chasseurs s'attendraient le moins à les voir prendre. Ils franchissent alors le lit pierreux et prennent le sentier des orques qu'ils suivent quelque temps. Le sentier fait de nombreux lacets, et à chaque tournant, ils saisissent la poignée de leurs épées en n'avançant qu'avec précaution. La lumière n'augmente guère, car l'Orodwin vomit toujours une grande fumée qui s'élève de plus en plus,
jusqu'à ce qu'elle atteigne une région au-dessus du vent et s'étende en une voûte incommensurable. Pour rappel, encore une fois, le Rodwin, c'est la montagne du destin en sindarin, aussi appelée Amon Amarth, qui d'ailleurs est un très chouette groupe de métal scandinave. Mais alors ça, c'est toujours hyper drôle parce que dès que je fais des recherches sur des noms de lieux, la première proposition, c'est groupe de métal. Tous les lieux, quoi. Kirit Angren et Kirit Goroth sont tous deux aussi des noms de... on a Gorgoroth qui est un nom, Amon Amarth, Kirit Tungol, c'est aussi le nom d'un groupe de métal. Vraiment, toutes les régions. Toutes les noms de... Toutes les régions du Mordor sont un groupe souvent des groupes de black metal norvégiens. Il y en a qui étaient carrément maquillés, complètement les corpse paint blancs avec des... Ouais, c'est ça. Il n'y a aucun groupe qui a décidé de s'appeler Hobbit Town, évidemment. Un groupe de Britpop. Eh bien, nous arrivons, voilà. Poire de beurré. Poire de beurré. Le nouveau groupe de Poire de beurré, bientôt dans votre région. C'est vraiment un nom de groupe bien franchouillard ou bien belge. Les hobbits ont clopiné pendant plus d'1 heure quand ils entendent un son qui les arrête. Incroyable, mais indubitable. Le bruit de l'eau qui dégoûte. D'une faille sur la gauche, si nette et si étroite qu'elle semble tranchée dans l'escarpement noir par quelques haches géantes, de l'eau dégouline. Dernier reste peut-être de quelques douces pluies prélevées sur les mers ensoleillées, mais dont le mauvais sort voulait qu'elle tombe ici. Elle sort du rocher en une petite cascade, traverse le sentier et tournant vers le sud, s'en va rapidement disparaître parmi les pierres mortes. Sam s'élance. « Oh, si jamais je revois la dame, je le lui dirai. De la lumière et maintenant de l'eau. Laissez-moi boire le premier, monsieur Frodon. Enfin, je veux dire, si l'eau est empoisonnée, eh bien, mieux vaut que ce soit moi que vous, maître. Enfin, vous comprenez. Oui, je comprends. Mais je crois que nous courons notre chance ensemble, Sam. Ou le bienfait. En tout cas, fais attention maintenant, si elle est très froide. L'eau est fraîche et elle a un goût désagréable. En même temps amer et huileux. Ils boivent tout leur content et Sam remplit sa gourde. Après cela, Frodon se sent plus disposé et il parcourt encore plusieurs kilomètres jusqu'à l'élargissement du chemin et le début d'un mur rude le long du bord les avertit de l'approche d'un nouveau repère d'orques. Voici où nous nous détournons, Sam, et nous devons aller vers l'est. Frodon soupire à l'aspect des sombres crêtes de l'autre côté de la vallée. Il me reste à peu près juste assez de force pour trouver quelques trous là-haut. Et là, il me faudra prendre un peu de repos. Le lit de la rivière se trouve maintenant en contrebas du sentier. Ils y descendent et trouvent des mares sombres alimentées par des filets d'eau venant d'une source située plus haut dans la vallée. Le Mordor est un pays mourant, mais pas encore mort. Il pousse encore des arbustes rabougris et des touffes d'herbes grises. Frodon ne pourra bientôt plus aller très loin. Il faut qu'il se repose. Ils cherchent autour d'eux un endroit où ils pourraient s'abriter, mais ne trouvent rien. Épuisés, ils rampent sous un rideau de ronces. Ils s'asseyent et prennent le repas, conservant le précieux lambas pour les jours funestes à venir. Ils mangent la moitié de ce qui reste dans le sac de Sam, des vivres fournis par Faramir, des fruits secs et une mince tranche de viande fumée. Et ils sirotent de l'eau. Ils ont encore bu au mar de la vallée, mais ils ont de nouveau très soif. Il y a dans l'air de Mordor une certaine âpreté qui assèche la bouche. Quand Sam pense à l'eau, même la disposition à l'espoir qui est la sienne fléchit. Car au-delà de Morgaï, il va falloir traverser la terrible plaine de Gorgoroth. Tu dis Morgaï, toi? Ouais, on a toujours dit Morgaï, nous. Moi, je pensais Morgaï quand je lisais, et puis vu que tu as commencé, tu as été le premier à le prononcer Morgaï, je me suis dit, eh bien, je vais te suivre. C'est vrai que c'est peut-être moche, Morgaï, finalement. Morgaï, ça a une sonorité un peu plus orque, je trouve. Oui, c'est vrai. Un peu plus mordorienne. Oh Sur ce, Frodon s'endort, mais Sam reste éveillé, lui tenant la main. Pour surmonter le sommeil, il regarde le pays désolé dans lequel ils sont maintenant, et avant de sombrer à son tour, il aperçoit une étoile solitaire dans le ciel, et son espoir revient quelque peu. Alors à mon avis, cette étoile n'est pas anodine, hein, mais ça peut être une... L'étoile d'Erendil, là, ne serait-ce pas là? Une petite allusion, une petite apparition de l'étoile d'Erendil, en tout cas une étoile qui amène de l'espoir, mais le lien est vite fait, évidemment. Bah, en plus, c'est cool de se dire que t'as vraiment Erendil dans un bateau là-haut, avec son Silmaril sur la couronne qui doit regarder Frodon en loin en mode « Allez mon gars, vas-y !» Allez. Dans cette idée de destin dont on a encore parlé la dernière fois, mais pour moi, si Tolkien le dit, en fait, tu vois, il y a un côté où on voit juste une étoile dans le ciel du Mordor, quoi. Un ciel sans étoile, il y en a juste une qui arrive
grâce à une espèce de puissance et de magie, à se dépatouiller au milieu des nuages pour être visible. Évidemment que c'est Elendil qui regarde en haut et qui dit allez les gars. Ce Silmaril qui les éclaire pour venir détruire un objet de puissance appartenant à Sauron et mettant ainsi fin au règne de Melkor d'une certaine façon encore sur Terre. C'est un peu un juste retour c'est sûr. De tous ces artefacts. Les hobbits se réveillent en même temps, main dans la main. Le sommeil de Frodon a été inquiet. Ils continuent leur route pour arriver aux dernières barrières du Mordor. Sous eux s'étendent les grandes plaines intérieures et les champs de Gorgoroth. Plus loin, ils voient la montagne du destin, cracher ses cônes de fumée. Derrière est suspendue une vaste ombre inquiétante, Barad-dûr. La puissance ténébreuse est plongée dans la méditation et l'œil se tourne vers l'intérieur, considérant des nouvelles de doute et de danger. Elle voit une épée brillante et un visage sévère et majestueux. Et pendant un moment, elle accorde peu de pensée à autre chose, et toute sa grande forteresse, porte après porte et tour après tour, est enveloppée d'une pesante obscurité. Alors ici, j'ai bien relu plusieurs fois dans le livre, son œil est bel et bien tourné vers l'intérieur. J'imagine qu'il parle de l'intérieur des terres et du continent, et pas du Mordor. Moi, ça m'aurait plutôt évoqué le fait, parce ce qu'il explique après, c'est que Sauron, enfin l'œil, pense à cette épée brillante, etc. Donc il pense à Aragorn, qui est complètement à l'ouest d'eux. Donc voilà, je sais pas pourquoi il est mis intérieur là, mais c'est la vie. Il se demande comment le seigneur de ce royaume nourrit ses esclaves et ses armées. Ils observent à perte de vue les camps et les baraquements de ses troupes qui vont et viennent en direction du sud-est pour rejoindre celle de Morgul. Mais ils ne savent rien des grands champs travaillés par des esclaves dans le sud, près des tristes eaux sombres du lac Nurnen, ni des grandes routes à l'est et au sud vers des pays tributaires, d'où les soldats de la tour ramènent de longs convois chargés de marchandises, de butin et d'esclaves frais. Ici se trouvent les mines et les forges et les rassemblements pour une guerre depuis longtemps préparée. Ouais, c'est intéressant, hein. On a peut-être parfois cette idée que les forces de Sauron sont que là. Bon, on sait évidemment il y a plein d'alliés qui viennent de partout, mais il y a effectivement des troupes. Enfin, en fait, c'est vraiment les mines et les forges à cet endroit-là. Ouais, c'est ça. C'est là où il réside lui-même, mais son empire s'étend d'une certaine manière beaucoup plus loin. Il s'étend jusqu'au cœur de certains hommes. Et c'est vrai que... Merci Julien. Mais c'est vrai que j'avais oublié de le souligner, je l'avais dit la semaine dernière, si vous vous souvenez, un moment où il parlait de Cirith Ungol, et il parlait du fait que ça tombait bien pour Sauron que ses forteresses étaient tournées vers l'intérieur, parce que ses esclaves voulaient parfois s'enfuir et qu'il l'empêchait de le faire avec ses tours. Donc on imagine l'ambiance dans les troupes de Sauron. Sympa, hein. Si tu travailles à Morgul, dis à ton boss qui peut te donner envie de te tuer, et Sauron t'empêche de fuir. C'est vraiment très agréable de travailler pour eux. Il faudrait faire ces vidéos d'infiltration. Mon pire boss, mon pire patron, c'est ça. avec Sauron déguisé avec une perruque, tu sais, en or. À la François Lambrouille. Tu forges une épée là, mais c'est de la merde ton épée. Alors, vous aimez bien votre patron? Non, on le déteste. Ah, même pas un petit peu. Ah, notre patron voulait dire gueule de fer avec son vilain appareil. Ouais, ici, on l'appelle comme ça. Moi j'ai entendu que son appareil était pas si vilain que ça, qu'il était très beau gosse quand il était jeune. C'est comme à l'époque quand j'étais en maternelle. Ça recommence. Et alors pour refaire un peu de géographie, comme la semaine passée, le lac Nurnen c'est bel et bien dans le Mordor, c'est pas du tout quelque chose près de, encore plus au sud dans les terres de Harad ou quoi. Donc quand vous regardez le Mordor, hein, on a parlé de tout le plateau de Gorgoroth. C'est vraiment une terre brûlée, des landes. De nuit. De Nurn, pardon, parce qu'en vrai, on parle du plateau de Gorgoroth où nous sommes actuellement. Oui, j'essaie de faire des segways un peu entre tout. Tu fais ça super bien, FX. Mais je pense que c'est un autre plateau un peu plus loin qui s'appelle Nurn ou Nurn, en fonction de la traduction qu'on choisira, dans laquelle il y a donc The Sea of Nurnen, ou du moins le lac de Nurnen. Voilà. Donc là, on peut s'imaginer maintes esclaves plutôt qui s'occupent des champs, etc. Quoi. Évidemment qu'il faut s'occuper de ravitailler ses troupes. Je ne sais plus quel grand général a dit ça, mais un mauvais général s'occupe de comment combattre, un bon général s'occupe de l'apprivoisonnement de ses troupes. Certainement Napoléon. Mais en vrai, je crois que c'est Napoléon, mais je pense que c'est plutôt un contemporain, un Napoléon qui a dit ça. D'accord. Et d'ailleurs, cette mer, Nurnen, il semblerait, c'est possible, Christopher Tolkien lui-même se posait la question, et Tolkien, lui, n'a jamais donné vraiment la réponse, mais il semblerait, c'est fort possible, que cette mer Nurnen, avec la mer de Rhûn,
qui est une mer au nord-est, un peu plus grande sur la Terre du Milieu par rapport au Mordor, soit les restes de la mer Elkar, Du lac Elkar, originellement l'énorme lac qui prenait presque toute une grosse partie de la Terre du Milieu, à l'est duquel Sont arrivés les elfes. Et en fait, on voit quand les cartes au fur et à mesure des âges, donc on voit que la mer a rétréci et qu'il ne reste plus que des lacs et tout. Donc c'est probablement des restes de cette mer à l'époque. Et d'ailleurs, petite info, Aragorn donnera les alentours de la mer de Nurnen aux esclaves libérés de Sauron. Voilà, ce sera à eux et ils pourront... Il se la fait un peu à la Khaleesi, quoi. Voilà, En mode, ils pourront vivre tranquillement autour de leur petite mer. Sam et Frodon n'ont pas le choix, ils vont devoir traverser cette plaine. De leur position, ils cherchent alors le meilleur passage. Ils voient bientôt qu'il est impossible de passer par la crête de Morgaï et finissent par être contraints de redescendre. Au bout de 2000, ils aperçoivent dans un creux le repère d'orques dont ils avaient deviné la proximité. On ne voit aucun mouvement, mais les hobbits se glissent devant avec précaution. Mais très vite, ils entendent des voix. Des voix d'orques, évidemment. Ils se cachent, et 2 d'entre eux apparaissent. L'un est vêtu de haillons bruns et armé d'un arc de corne. Il est de petite espèce, à la peau noire et aux larges narines reniflantes. On suppose que c'est un tracker. L'autre est un grand orc combattant. Je rentre. Rien ne sert d'user encore mon nez sur les pierres. Il ne reste rien que je te dis. Oh, j'ai perdu la trace. Elle montait dans la montagne, elle ne suivait pas la vallée, je te dis. Ouais, vous ne servez pas à grand-chose, vous autres petits renifleurs. M'est avis que les yeux valent mieux que votre nez morveux. Qu'est-ce que tu vas là avec les tiens? Tu ne sais même pas ce que tu cherches. À qui la faute? Ça vient de plus haut. On a d'abord dit que c'était un grand elfe en brillante armure, et puis c'était une sorte de petit nain, et puis ce doit être une bande de rebelles Uruk-hai. Peut-être est-ce que le tout ensemble. Ils ont perdu la tête, voilà ce que c'est. Et certains des patrons vont y perdre leur peau aussi, j'imagine, si ce qu'on dit est vrai. Une incursion sur la tour, et une centaine des nôtres zigouillés. Il est prisonnier qui a filé. Si c'est comme ça que vous autres combattants vous vous débrouillez, faut pas s'étonner qu'il y ait de mauvaises nouvelles des batailles. Qui dit qu'il y a des mauvaises nouvelles de bataille? Qui dit qu'il y en a pas? Voilà foutu langage de rebelle. Bon, je ne dirai plus rien. Mais je n'en penserai pas moins. Mais qu'est-ce que le mouchard noir a à voir avec tout ça? Ce glouglouteur aux mains battantes? Je ne sais pas. Il machine quelque chose, a fourré son nez partout. Ah, il a brouillé la piste en trouvant cette côte de maille abandonnée. En repartant, les 2 orques ne manquent évidemment pas de se battre entre eux à nouveau, pour finalement... Le petit tracker tire une flèche dans l'œil du second, et il s'enfuit à travers la vallée et disparut. Donc voilà encore un exemple de bonne chance. Surtout toute la discussion se fait, je ne l'ai pas mis dans le résumé, mais il s'arrête en fait tout d'un coup à une quinzaine de mètres des hobbits qui n'ont pas vraiment de cachette. La chance. Ils ont tous ce dialogue entre eux pour finalement partir, et en même temps, en partant, ils finissent par s'engueuler et s'entretuer. C'est vraiment des phénomènes, hein, les orques entre eux. Et du coup, première mention, depuis que nous avons retrouvé nos héros, enfin, deuxième mention, car Sam craignait de se faire attraper par lui par derrière, de Gollum, du glouglouteur qui serait aux abords, et que c'est la présence de Gollum sur les terres du Mordor qui a permis à ce trappeur ainsi qu'à son collègue Feu son collègue combattant de retrouver la trace des hobbits, car ils ont eux-mêmes suivi en fait Gollum qui a flairé la côte de maille abandonnée par Frodon et Sam, et qui du coup a retrouvé la trace de Frodon et Sam. Il est toujours là, ce petit fouineur. Oui, donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont perdu sa trace, comme tu le dis, parce qu'il a retrouvé la côte de maille de Frodon. Mais avant ça, ils l'ont vu, ils lui ont tiré dessus. Ils l'ont raté à plusieurs reprises. Et là, certaines finesses de Gollum, quand ils sont arrivés pas loin, etc., lui, il était parti depuis longtemps, quoi. Donc il arrive bien à se dépatouiller dans les terres de Mordor. Mais c'est qu'à partir de maintenant, on a la certitude que Gollum n'est pas très loin de nos hobbits, et à chaque moment, il pourrait leur sauter à la gorge, et eux ne le savent pas. Oh, est-ce que tu penses que ça pourrait arriver? Sans doute, parce que Sam avait même peur que Gollum arrive dans la tour. Oui, bien sûr, il se doute qu'il vrai. va continuer de les suivre, mais il ne sait pas qu'il est peut-être seulement à 20 mètres, 30 mètres, qui sait. Sur ce, après cette petite échauffourée, enfin en tout cas après cette petite rencontre fortuite avec ces deux orques, les hobbits restent un moment assis en silence. Enfin, après un temps, Sam bouge. « Eh bien, si cette agréable disposition favorable voulait bien s'étendre dans le Mordor, la moitié de nos difficultés serait terminée. » Mais Frodon rappelle à Sam que les orques les détestent plus qu'ils n'aiment se quereller entre eux, et s'ils les avaient vus, ils auraient laissé tomber toute cette histoire juste pour que les 2 hobbits soient morts.
Avez-vous entendu ce qu'ils ont dit de ce glouglouteur, monsieur Frodon ? Ah, je vous ai bien dit que Gollum n'était pas encore mort. Pour le moment, il décide de rester là, jusqu'à la tombée de la nuit, tandis que les mornes lumières du Mordor se perdent lentement dans une nuit profonde et sans étoiles. Et Sam en profite pour raconter à l'oreille de Frodon tout ce qu'il peut exprimer de l'attaque traîtresse de Gollum, de l'horreur d'Arachne et de ses propres aventures avec les orques. Quand il a fini son récit, Frodon ne dit rien, mais il prend la main de Sam et la serre. Finalement, il se secoue. Eh bien, je suppose qu'il faut repartir. Il est difficile et dangereux d'avancer dans ce pays de nuit, mais les hobbits cheminent lentement et péniblement en direction du nord. Et quand la lueur grise reparaît sur les hauteurs de l'ouest, longtemps après que le jour se fut levé dans les terres au-delà, ils se mettent à couvert et dorment un peu à tour de rôle. Après ce repos, Sam, qui avait réfléchi à la question des vivres durant chacune de ses gardes, ose poser la question à Frodon. Vous m'excuserez, monsieur Frodon, mais avez-vous une idée du chemin qu'il nous reste à faire ? Frodon répond que non. Enfin, aucune idée précise. À Foncombe, on lui avait montré une carte du Mordor d'avant la venue de l'ennemi, mais il ne s'en souvenait plus beaucoup. Il se souvient juste d'un possible passage au nord-ouest où les chaînes de montagnes de l'ouest et du nord se rencontraient. Mais se diriger vers cet endroit les éloignerait plus de la montagne qu'ils n'étaient à l'origine. De plus, Frodon affirme qu'il ne se sent pas capable d'atteindre la montagne du destin en moins d'une semaine. Il craint que le fardeau ne devienne trop lourd et qu'ils n'avancent donc encore plus lentement à mesure qu'ils approchent. Bon, ils vont devoir tout de même passer par le nord puisque la chaîne de Morgai, ou de Morgai, comme je le disais plus tôt à l'épisode précédent, les empêche d'aller à l'est. Il y a un gouffre et donc ils doivent monter par le nord tout simplement et passer par la gueule de fer, on va le voir. Sam en conclut alors qu'il faudra manger moins ou bien aller un peu plus vite car leurs vivres se font rares. Il ne leur reste qu'un peu de lambasse et encore un peu de lambasse. « Je vais essayer d'accélérer le pas, Sam, dit Frodon avec une profonde inspiration. Dans ce cas, allons, en route pour une autre marche. Ils marchent encore toute la nuit et font une halte aux premières lueurs du jour. La lumière ce jour-là se fait plus claire que jamais et un fort vent soufflant de l'ouest chasse les vapeurs du Mordor, leur permettant de discerner la forme des terres à quelques milles autour d'eux. Et ça, durant la bataille, on se souvient, on faisait aussi mention d'un fort vent soufflant de l'ouest qui permettait aux gens de Minas Tirith d'apercevoir les bateaux. Et donc voilà, ça peut correspondre aussi à ce moment-là. Ils aperçoivent au loin la brèche Karak en graine, la gueule de fer, au-delà de laquelle s'étend la profonde vallée de Loudoun, donnant sur la Porte Noire. Donc ça, petit rappel de la géographie évoquée à l'épisode dernier. Donc il voit cette brèche qui donne sur Loudoun, Loudoun qui donne sur le Morannon, plus au nord-ouest. Dans cette vallée se trouvent les tunnels et la profonde armurerie creusée par les serviteurs du Mordor pour défendre la Porte Noire de leur pays, et leur seigneur, à présent, se hâte d'y rassembler de grandes forces pour contrer l'assaut des capitaines de l'Ouest qui ne vont pas tarder à arriver. Donc le vent d'ouest, fatalement, ça ne peut pas être le premier vent dont on faisait mention lors de la bataille de Minas Tirith. Je m'excuse de cette hypothèse qui vient d'être directement empêchée, mais c'est vrai qu'on faisait mention d'un vent quand même, donc c'est curieux. Bon, enfin, voilà, je me suis tenté à une hypothèse qui a été tout de suite rabrouée. Mais tu rateras ça tout de suite, merci beaucoup. C'est certainement un énième vent que Gandalf a mis à Pipin pour une de ses 50e questions. Il était tellement puissant qu'il est arrivé jusqu'au Mordor. Qui est arrivé de l'ouest jusqu'au Mordor. Gandalf, c'est quand qu'on mange? C'est lui retournant sa cape pour partir au plus vite. Donc, sur les éperons avancés se dressent des tours et des forts. Donc les éperons avancés de cette vallée de Loudoun se dressent des tours et des forts éclairés par des feux de garde, et sur toute la largeur de la brèche, donc la brèche de la gueule de fer, un mur de terre a été élevé, précédé d'une profonde tranchée franchie par un unique pont. Donc on imagine la gueule de fer, c'est vraiment cette entrée de la vallée de Loudoun avec plein de tours de garde, des fortifications gigantesques, un mur de fer qui a été un mur de terre qui a été élevé dans cette brèche et un unique pont qui permet de le traverser. Donc ça permet quand même difficilement à des armées de passer, puisqu'elles doivent en fait passer comme dans un entonnoir. Donc c'est une bonne défense que Sauron nous a concoctée ici.
À quelques milles au nord, juché dans un angle de la montagne, se trouve l'ancien château de Durtang. Je vous en faisais mention la fois dernière, c'est une des forteresses qui donne sur la vallée de Loudoun, en tout cas dont le chemin mène à la gueule de fer qui permet de rentrer dans la vallée de Loudoun. Et il a été construit, pour l'info, vers 1600 du 3e âge. Voilà, donc pas très tard, pas très longtemps avant que finalement ces fortifications soient laissées pour compte à partir de la Grande Peste, qui est à peu près vers 1640, du 3e âge, donc 40 ans plus tard. Donc c'est un château qui n'aura pas servi beaucoup aux seigneurs du Gondor, puisque à la Grande Peste, ces lieux vont être peu à peu désertés. Donc devenue l'une des nombreuses forteresses d'orques concentrées autour de la vallée de Loudoun. Une route sinueuse en descend, et à quelque distance des hobbits, elle tourne vers l'est et suit une corniche taillée au flanc de l'éperon menant vers la gueule de fer, la brèche. Devant un tel paysage, il semble évident que leur voyage vers le nord a été vain. La plaine sur leur droite est sombre et enfumée, et ils n'y voient pas le moindre camp ni déplacement de troupes, mais toute la région est sous la vigilance des forts de Carac en graine. Ils discutent un instant, et face à l'impossibilité d'aller à l'ouest ni de descendre à l'est, ils décident de suivre la route qui descend du fort. La tâche est risquée, mais c'est leur seule chance. Ils n'ont presque plus de vivres, il faut foncer. Frodon dit alors à Sam de prendre les devants et que lui se traînera derrière lui. Avant de partir, Sam décrète qu'il faut dormir un peu et lui donne de l'eau à Frodon et un peu de pain elfique. Et Frodon, épuisé, boit sans s'en apercevoir tout le reste de la gourde et mange toute la portion de Sam en plus de la sienne. Ce dernier ne lui fait quand même pas remarquer. Frodon s'endort et Sam contemple son visage amaigri. Mais sachant sa gourde vide, il décide d'aller à la recherche d'eau en secret. Il trouve un lit asséché et le remonte jusqu'au nord, jusqu'à des rochers où jadis avait dû jaillir une petite chute d'eau, mais tout est sec et silencieux à présent. Sam décide de continuer tout de même, se penche pour écouter, et à sa grande joie, il entend un faible gazouillis. Il grimpe alors quelques marches et tombe sur un filet d'eau sombre qui sort du flanc de la colline. Il goûte l'eau, qui lui paraît bonne, boit abondamment et remplit sa gourde. Il se tourne pour redescendre et au même moment, il entrevoit quelque chose, une forme ou une ombre noire, se glissant parmi les rochers, près de la cachette de Frodon. Il se jette à bas des rochers et court, bondissant de pierre en pierre. C'était une créature méfiante, difficile à voir, mais Sam n'entretient guère de doute. Il brûle de lui mettre la main au cou, mais l'entendant approcher, l'ombre s'esquive rapidement. Sam croit apercevoir une dernière fois, jetant un rapide coup d'œil par-dessus le bord du précipice à l'est, mais elle se baisse aussitôt et disparaît. Sam n'est pas dupe. Il est sûr qu'il s'agit de Gollum. Il peste que cette créature soit encore en vie et s'assied auprès de Frodon attendant qu'il se réveille. Mais pris bientôt par une torpeur, il décide lui-même de réveiller son compagnon pour se reposer à son tour. Il prévient alors Frodon qu'il a aperçu Gollum dans les parages, et Frodon dit qu'il préfère Gollum aux orques avant de laisser Sam sombrer dans le sommeil. Quand la lumière baisse de nouveau, Frodon se réveille, remarquant qu'il s'était assoupi. La gourde est vide, il n'y a aucun signe de Gollum. Ça, curieuse information. Effectivement, il se réveille, donc Frodon s'est assoupi, donc il n'y avait personne pour faire la garde, et la gourde est maintenant vide, gourde qui venait d'être remplie par Sam. Donc est-ce que c'est Monsieur Gollum qui est venu en secret boire, tellement il était assoiffé ? Certainement, et puis il a pris les gouttes restantes, il les a posées sur le manteau de Sam, comme ça il allait encore l'accuser d'avoir tout bu. En tout cas, ce n'est pas révélé, mais c'est probable que... Ça me semblerait tout à fait possible, et que, qu'entre guillemets, Tolkien, il y a que les personnages... Gollum n'a pas profité de ce moment parce qu'il trouve que c'est pas le moment opportun pour tenter quelque chose, quoi. Il s'est dit que là, il allait de toute façon se faire trucider si jamais il les réveillait, donc il fallait... Il était sûrement assoiffé. Il est maintenant temps pour les hobbits d'entreprendre l'étape la plus dangereuse de leur voyage. Ils grimpent vers la petite source d'eau et rejoignent la route au point où elle bifurque vers l'est pour rejoindre la gueule de fer. Donc, ils remplissent encore une fois la gourde. La voie n'est pas large, sans mur sur le côté, et à mesure qu'elle s'aventure sur l'éperon, le précipice qui l'aborde devient de plus en plus profond. Au bout d'une douzaine de milles, ils s'arrêtent. Quelque temps auparavant, la route a tourné au nord, et la portion qu'ils viennent de franchir est à présent cachée à la vue, mais les conséquences de leur repos sont désastreuses. Quand ils reprennent leur marche, quelques minutes plus tard, ils entendent le son qu'ils redoutaient secrètement depuis le début. Un grand piétinement sur la route. Ils se retournent et voient un clignotement de torche passer le tournant à moins d'1 mille. Elles viennent très vite.
À leur gauche, le mur de pierre est taillé à pic. Et à leur droite, le gouffre plonge dans les ténèbres. « Nous sommes finalement pris au piège, dit Frodon. »« Il semblerait, répond Sam. »« Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à attendre. » Sur ce, il s'assit à côté de Frodon, dans l'ombre de l'escarpement. Donc là, il s'avoue vaincu. Et c'est le moment le plus horrible des films du Seigneur des Anneaux, en tout cas de la version longue. Il est atroce ce moment. C'est le moment affreux où la troupe d'orques va arriver à eux. Le moment où même si tu as vu les films des dizaines de fois, tu te sens mal. À chaque fois, j'ai les poils qui se hérissent quand je vois cette séquence. Elle est incroyable. C'est horriblement horrible. Mais Tu sens vraiment toute l'horreur de ce moment. Donc ils se mettent là. Ils décident d'attendre, voilà, en s'asseyant sur le côté. Ils n'ont pas le choix, de toute façon, ils sont à découvert, ils vont être vus. L'attente n'est pas longue, les orques avancent d'un bon pas et les torches approchent, flammes rouges dans l'obscurité toujours grandissante. C'est du même niveau que quand tu croises ton ex du regard au fin fond du bar et que tu baisses la tête, tu fais semblant, t'es là. Ah, j'ai validé. On s'est Bonjour. vu, là c'est mort. Oh, mais elle vient vers moi. Oh putain, elle vient vers moi. Bon, ok, je l'ai pas vue, j'attends, elle va venir. Je m'assieds sur le bord de la route. Ça va. Et tu t'assieds sur le bord de la route, accroupi, c'est ça? Accroupe-t-on. Accroupe-t-on. T'essaies de rejoindre les toilettes du bar. Sam baisse la tête, espérant cacher son visage quand les torches seraient à leur hauteur, et ils placent les boucliers devant leurs genoux pour mieux dissimuler leurs pieds. Ils espèrent qu'ils les prendront pour des soldats fatigués et les laisseront se reposer. Bah, c'est vraiment prendre les orques pour des gentils garnements, quoi. Pendant un instant, ils croient que cela se passera comme ça. En tête de file, les orques viennent d'un pas mou et bondissant, le souffle court, la tête baissée. Ils sont de l'espèce plus chétive, conduits malgré eux à la guerre de leur sombre seigneur, leur seul souci étant d'en finir avec la marche et d'échapper au fouet. Sur le côté, 2 des grands et féroces Uruks vont et viennent le long de la file, faisant claquer leurs lanières et vociférant. Les rangs défilent, Sam retient son souffle. Plus de la moitié de la file est maintenant passée, puis soudain, l'un des meneurs d'esclaves repère les 2 hommes sur le bord de la route. Il fait claquer son fouet en leur direction et hurle « Eh vous, debout !» Ils ne répondent pas, et sur son cri, toute la compagnie s'arrête. « Allons, misérables limaces, c'est pas le moment de flemmarder !» Remarquant l'emblème sur leur bouclier, il les interroge. « Vous désertez, hein ? Où vous y pensez ? Tous vos copains devraient être à l'intérieur de Loudoun avant hier soir. Vous savez ça. Debout et avant, sinon je prends vos numéros et je vous signale. » Les hobbits se lèvent avec peine et gardant le dos penché, ils se traînent jusqu'à l'arrière de la file. « Non, pas en queue. 3 rangs en avant. Et restez-y, vous aurez de mes nouvelles quand je remonterai la file. » Il claque son long fouet au-dessus de leur tête, puis d'un autre claquement, suivi d'un cri, il remet la compagnie au trot. C'est bien difficile pour Sam de suivre le rythme, mais pour Frodon, c'est un supplice, et bientôt un cauchemar. Il serre les dents, s'efforçant de ne penser à rien et de tenir bon. La puanteur des orques en sueur tout autour de lui est suffocante, et il se met à tirer la langue. Leur course ne se relâche pas. Il n'y a aucun espoir de sortir des rangs sans être vu, et de temps à autre, le meneur d'orques revient pour les narguer. « Là, c'est bon. Quand on veut, on peut, mes limaces, au pas. Je vous servirai bien un petit rappel. Seulement, elles vont vous mettre à vif quand vous serez en retard à vos quartiers. Ça vous apprendra. Vous ne savez pas qu'on est en guerre. » Ils avaient parcouru quelques milles, et la route descendait enfin par une longue pente dans la plaine, quand Frodon sent ses forces épuisées et sa volonté faiblir. Il vacille et titube. Sam n'est pas loin non plus de perdre toutes ses forces, et il se dit que leur dernier instant approche, que c'est maintenant inévitable, mais que même s'ils se font découvrir, il en profitera pour rosser ce diable de gros meneur d'esclaves. Il porte donc la main à son épée, mais alors, un secours inattendu arrive. Ils sont maintenant dans la plaine, et ils approchent de l'entrée de Loudoun. À cet endroit, les routes venant du sud, de l'est et de l'ouest convergent. Des troupes font irruption de tous côtés, car le seigneur sombre hâte ses armées vers le nord à la rencontre des capitaines de l'ouest. Le hasard fait que plusieurs compagnies se rejoignent dans les ténèbres du carrefour en dehors de la lueur des feux de garde sur le mur. Le hasard, évidemment, quel beau hasard. On ne tarde pas à se bousculer et à s'invectiver, chacune des troupes voulant arriver la première et en finir avec la marche. Les meneurs hurlent, les fouettent, des bagarres éclatent par endroits et des lames sont tirées. La confusion naît parmi les rangs. Sam réagit aussitôt et il se jette sur le sol, entraînant Frodon avec lui.
Les orques trébuchent sur eux et les hobbits rampent à quatre pattes, se glissant lentement hors de la cohue jusqu'au côté de la route où enfin, sans être remarqués, ils se laissent tomber. « Allons, monsieur Frodon !» murmura Sam. « Encore un petit bout et vous pourrez vous étendre. » Dans un dernier effort de désespoir, Frodon se soulève sur ses mains et rampe encore une 60aine de pieds. Alors, il tombe dans une fosse peu profonde qui s'ouvre subidement devant eux et il y demeure comme un corps mort. Bah ça alors, c'est fou quand même, hein. Tout le Ok. monde qui s'entretue quand ils arrivent. Ah là là, évidemment, ça se passe à l'abri des lumières des tours des gardes. Ah. Évidemment, au même moment où des troupes arrivent au même instant. Ça, c'est La chance. la chance, ouais, vraiment. Ouais, encore une fois, mais vraiment, voilà, il faut l'accepter. C'est vrai une fois qu'on accepte ce paradigme, en fait, tout fait sens. Mais c'est vrai que. Oui, et puis toute histoire aussi fantastique et héroïque va toujours ouais. avoir un minimum. Bon, Évidemment. Mais là, évidemment- c'est gros, quoi. évidemment, si tu mets un grand chevalier fort et puissant, ben, le grand chevalier fort et puissant va tuer tout le monde et Oui, va oui, être oui. super fort. Si tu mets des hobbits qui doivent utiliser leur malice et leur petite taille, bah, ils vont utiliser ça. Donc évidemment il y a un peu de ça, il y a un peu de l'auteur qui Qui fait des fait péripéties. avancer l'histoire, il y a un peu du fameux destin, on va dire Ilúvatar qui sauve un petit La peu. providence. Et voilà, nos personnages sont juste bons, voilà, qu'est-ce que vous voulez. Moi, ce que j'aime bien aussi dans la présence du destin dans Le Seigneur des Anneaux, c'est que je le trouve plus subtil. Il est mieux amené dans le sens qu'on le rappelle souvent. La mention du destin n'arrive pas que au moment opportun où tu te dis le bon scénarium qui aide bien les personnages. Et d'autant plus que ce destin, il n'arrive pas que pour les sortir d'un mauvais pas. Parfois, le destin veut qu'ils traversent une galère Mhm. et parfois Ouais, leur ouais, donne Ouais, il aussi. ne les épargne pas complètement. Il ne les épargne pas, justement, il leur fait traverser des épreuves, il leur donne aussi souvent de l'aide dans des épreuves, mais il ne leur apporte pas que la solution, il leur apporte parfois le défi, et c'est à eux de passer ce défi avec l'aide d'Ilúvatar. Donc je trouve que tu vois, c'est un peu plus large, un peu plus riche et plus subtil comme destin que, par exemple, moi c'est un truc qui m'a plus souvent gêné dans les histoires, les romans jeunesse ou dans d'autres trilogies, c'est le côté je suis l'élu. Ouais. Tu vois, je trouve que ça c'est Oui, un peu c'est plus vrai, facile et ça fait un peu plus armure scénaristique que là le destin qui est présent tout le temps, même dans les moments d'épreuve. Et d'autant plus aussi que je trouve ça pas mal, c'est que le destin arrive aussi pas que pour des événements concrets. Il est aussi présent parfois dans la réflexion de nos personnages, comme si c'était une petite pensée Mhm. qui venait se glisser en eux. Et du coup, je trouve que ça le rend encore plus diffus, comme la magie dans l'univers du Seigneur des Anneaux et de chez Tolkien, qui est très concrète et qui est très Ouais, prégnante. tout à fait. Et c'est vrai, comme tu le dis, c'est pas des gros Deus Ex Machina, quoi. C'est un Non. peu plus subtil dans le sens où nous, on en parle parce qu'on analyse et on a justement parlé de cette fameuse idée de destinée, un peu en lien aussi avec la chrétienté de Tolkien. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus subtil, c'est toujours un peu, bon, bah, il y a un orc qui tombe devant eux, enfin, ou ici, ils commencent à se battre et eux, ils arrivent à se faufiler, quoi. C'est pas tout d'un coup, voilà, tout explose ou ils sont sauvés. Bah, Enfin, il y a des moments comme ça aussi, mais... Parce que quand même, le Deus Ex Machina fait partie de l'œuvre de Tolkien volontairement. Ça, je vous l'ai déjà expliqué, hein, mais le côté des aigles qui Oui. viennent tout le temps à chaque fois, ça, pour sauver la mise, ça c'est aussi une volonté de Tolkien qui lui-même a théorisé cette idée. Puis Gollum qui trébuche, c'est exactement ça dans C'est- dans ouais, la mais montagne du destin. Mais les aigles qui arrivent, c'est clairement une intervention divine. Et c'est lui, il a théorisé cette idée, il l'a complètement assumé, le fait que ces histoires devaient se terminer par un Deus Ex Machina, justement. Ouais. Puisque pour lui, le divin, Dieu, doit venir vaincre le mal à la fin, peu importe la situation. Mais c'est vrai que du coup, je reviens sur ce que je disais. Le Deus Ex Machina, comme on l'entend aujourd'hui, Ouais. qui est souvent pris de façon négative Ouais. dans les films d'aujourd'hui, etc., je pense qu'il est un peu moins appliqué ici, même s'il y a probablement, je suis sûr qu'on gratouille et qu'on regarde dans les chapitres précédents, il y a des moments où on va se dire ça c'est un peu un Deus de Gandalf ou Ouais, quoi. ouais. Mais avant... parce que non, tu as raison en disant que le Deus Machina est Ouais, les clairement aigles, c'est une clairement, utilisation voulue une théorisation du principe par Tolkien, mais que je revenais sur le fait que c'est un peu plus subtil quand même à chaque fois. Évidemment, il y a le destin qui est là, etc., mais c'est un peu plus subtil, pardon.
Ouais, c'est comme une force intrinsèque Ouais, c'est ça, ouais. au monde, quoi. Comme l'idée de la sainteté, comme on l'expliquait, c'est que Ouais. le divin se répand un peu partout. Et comme tu dis, Julien, a son influence de manière assez... Bah oui, en fait, il se fait il a fait partir le destin a fait que les troupes sont parties au moment pour se rencontrer à ce moment-là. Enfin, tout est un peu... C'est un peu ludique quand même, comme manière d'agir. Enfin, ludique, enfin... toute proportion gardée, parce que c'est assez terrible ce qui se passe, mais c'est... effectivement, mais encore une fois, par contre, pour revenir aussi sur les erreurs entre guillemets de Sauron, c'est encore une fois le fait qu'il précipite ses armées à la rencontre d'Aragorn qui fait que elles se rencontrent à ce moment-là, à cet endroit-là, et qui permet à Sam et à Frodon de s'échapper. Sinon, Donc c'est le destin, et en même temps c'est une erreur de Sauron qui Ouais. fait qu'aussi certains vont fuir, et ce qui va permettre à certains orques de déserter, de créer de la discorde au sein de ses propres rangs, et ce qui va faire que ça va compliquer la tâche de ses alliés à lui, et qui va faciliter la fuite de ses ennemis qui viennent pour le détruire. C'est vrai qu'on sent beaucoup ici que les orques sont aussi dans cette espèce de perdition. Ouais. Où, Ils sont il y en a- fatigués Il y a aussi. des déserteurs, ils sont fatigués, ils se tapent sur la gueule littéralement tout le temps. Je suppose qu'ils se tapent souvent sur la gueule, mais peut-être pas autant quand des temps de guerre un peu précipités comme ceux-ci. Donc voilà. Et pour revenir un peu sur autre chose aussi, c'est aussi les choix de Gandalf qui amènent à tout ça, parce que c'est lui qui pousse pour justement Ouais. pousser Sauron, et donc aussi un peu son pouvoir de vision qui, je pense, lui permet de pouvoir... un pouvoir de vision qui est clairement donné par Ilúvatar dans un Ouais. sens, hein, mais qui lui permet de pouvoir amener un peu les combats et les bonnes pièces, quoi. et l'histoire à droite ou à gauche en fonction d'eux, quoi. Mhm. Oui, et d'ailleurs, pour revenir, c'est Frodon et Sam qui s'échappent à ce moment-là, vous imaginez ce qui serait passé si ils n'avaient pas pu s'échapper? Où est-ce ils les aurait retrouvés? T'imagines face à Pipin et Merry comme ça avec leur petite épée, leur petit casque en mode alors comment vous dire l'anneau est où? Ben il est là mais du coup C'est vraiment pas ce que vous croyez. oui. Retourne Frodon, casse-toi. Pour Frodon Attends, Eh ben, je suis là. Attends, tu veux dire Merde. que l'anneau est là au milieu de toutes les troupes du Mordor avec nous? Oui, mais je peux vous expliquer. Et alors Gimli s'empara de l'anneau et courut vers la montagne du destin. Ça aurait été incroyable. Eh bien, en tout cas, en parlant d'incroyable, la semaine prochaine, sans trop vous en dire, bien sûr, je vous invite à nous rejoindre pour un épisode des plus attendus, comme je le dirais. Ah Hein. bon? Parce que j'ai un peu l'impression quand même que c'est un peu le chapitre pour lequel on est tous là, dans un c'est vrai, un certain sens. Oh là là. Pour le retour de l'émotion. Gollum, c'est ça que tu veux dire? Pour le fameux retour du pagne qui nous a manqué. Parce qu'ici, on l'a aperçu de loin, mais on ne l'a jamais vraiment vu. On aimerait bien revoir ces petits mouvements de croupeton. Et voir ses 3 cheveux voler dans le vent du Mordor. C'est dedans. Je l'imagine au ralenti à la façon L'Oréal maintenant. Avec ses gros yeux globuleux, d'un bleu azur. En tout cas, on se retrouvera dans les volutes de vapeur d'un volcan, qui sera visité par un trio qu'on n'aura plus revu ensemble depuis un petit temps. Pour la conclusion de cette aventure. Pour la conclusion, et du coup, Anneau brûlera pas. Qui sait. Brûlera carrément. Ouais. En fait, je suis émotif, les gars. On y arrive, là. Et ouais, et ça Ok. fait quand même 1 an et demi. Ouais. 5 livres, 3 tomes, même si on n'a pas encore fini le tome, attention, ne vous en faites pas, n'ayez pas peur. Là, on parle juste évidemment d'un moment fatidique dans l'histoire, mais le livre continue encore, on a encore Il une reste des dizaine de chapitres péripéties, après, ouais, hein. c'est vrai. Mais Et c'est d'ailleurs, vrai ça que va être ouais, intéressant c'est- parce c'est- que ça va être complètement hors film, là, pour le coup, ce qu'on va découvrir par la suite. On va revenir un peu comme quand on avait commencé ce podcast, les premiers chapitres de la communauté de l'anneau, c'était un peu aussi hors film d'une certaine façon. Complètement, ouais. Donc on était plus sur des sentiers inconnus ou qui avaient été oubliés, même par nous qui avons lu le livre parfois plusieurs fois. Ouais. Donc ça va être un peu plus ludique sur certains aspects. On va découvrir de nouveaux personnages, de nouvelles situations, redécouvrir plutôt certains personnages et des situations inédites. C'est vrai. Et pour la petite info, quand on avait commencé ce podcast, j'avais acheté un anneau. Mon Dieu, cet anneau. Ça fait un moment que je ne l'ai plus vu et pourtant je trouve que tu n'as pas pris une ride depuis 1 an, Cyril. J'aimerais bien voir ce qu'il en est. Non, T'as mais eu beaucoup de travail et tout ça cette année quand même. T'as eu beaucoup de bonnes Ouais, nouvelles. hein. C'est vrai. Non mais c'est vrai, tiens. Non mais cet anneau, je l'avais acheté parce que ça représentait la tâche de faire ce podcast. Parce que c'est vrai que quand on a commencé ce podcast, c'était
pas facile de se dire putain, on va devoir tenir un rythme d'un podcast par semaine parce qu'on n'avait jamais fait ça. Entre les pauses, on a réussi, ouais. Ouais, et moi, quand je l'avais proposé à mes deux comparses ici, je me suis dit, il faut, si on se lance, on est strict là-dessus, quoi. Sinon, c'est pas intéressant. Et du coup, j'avais pris cet ado comme un peu le fardeau. La symbolique du fardeau de ce podcast, du fait qu'on devait aller traîner cette histoire jusqu'au bout. Et je m'étais dit qu'on le détruirait à la fin de ce podcast. Donc peut-être que ça viendra bientôt. On ne sait pas où il est, on l'a perdu. On l'a littéralement. Toi, tu sais. Je suis en plein déménagement. Je sais où il est, vous inquiétez pas. Mais il est là dans ma poche. Es-tu Gollum ou Isildur? Vas-tu le perdre et perdre la vie ou le garder pendant 500 ans? Je ne sais pas, mais j'aimerais bien le détruire en vrai. Mais il faudrait me trouver le moyen parce que c'est un anneau en... Je sais pas, c'est du... C'était déjà un achat compulsif sur Amazon, mais alors si en plus on le détruit, c'est vraiment... C'était un symbole, FX. En plus, tu l'as acheté à Amazon qui a détruit une partie de l'univers de Tolkien. Quelle honte, mais quelle honte. Arrêtez de révéler ça aux auditeurs. Non mais oui, je l'avais acheté en même temps que certains câbles que j'avais fait livrer chez FX par surprise. Mais en tout cas, non mais je sais pas comment on peut détruire ça, mais j'aimerais bien le détruire. Je me demande ça. Bon, c'est pour ça, mon vieux, il faut aller dans c'est pas du plastique. Un volcan en Islande. Non, c'est pas du plastique, c'est un anneau. Enfin, c'est plaqué or. C'est pas du vrai or, mais c'est du plastique. On peut essayer de trouver une entrée pour aller dans une. C'est un métal pas cher, alors je sais pas. Ouais, c'est les bagues nulles. De l'alu, ouais, l'aluminium, c'est sûrement l'aluminium, un truc comme ça. On peut se trouver une vieille usine encore en fonctionnement, s'il en reste une en liégeoiserie. Essayer d'aller le jeter dans un haut fourneau de Liège. En vrai, si on trouve un truc du genre, faudrait le filmer. Enfin voilà, peut-être que vous aurez une vidéo postée sur Insta dans quelques semaines. Les vieux geeks qui vont à Liège dans un fourneau, merci quoi. Oui, mais c'est pour la symbolique. C'est pour la symbolique. Cet épisode-ci sortant le 31 décembre, je nous souhaite à nous de détruire cet anneau et le symbole du fardeau, du travail qu'il puisse représenter, même si au final cet anneau symbolise aussi une belle aventure que nous faisons ensemble et avec vous, chers auditeurs. C'est vrai. Et aussi qu'il soit peut-être le symbole, cette nouvelle année et ce podcast, du moment où vous allez, auditeurs et auditrices, vaincre une tâche qui vous rebute, quelque chose qui vous effraie, un accomplissement quel qu'il soit. Je vous souhaite ça pour cette année qui va s'entamer dès demain, après la sortie de cet épisode, ou en tout cas cette année au moment où vous nous écoutez. Peut-être que vous écoutez là, dans la salle de bain, en vous pomponnant avant de partir à la soirée du Nouvel An. Peut-être que vous écoutez aussi ce podcast le 14 juillet, je ne sais pas. Et puis dans d'autres conditions et que vous n'avez jamais entendu cet épisode avant. Et puis cette année, être sous le signe des valeurs de Tolkien, c'est-à-dire l'amour et la simplicité. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Aussi à vous deux, d'ailleurs. Oui, merci, on avait compris. Non, mais en tout cas, voilà, chapitre vraiment emblématique et voilà, on y est enfin la semaine prochaine, donc c'est assez chouette. Le livre n'est pas fini, il nous reste encore quelques chapitres après. Mais voilà, en tout cas, merci encore d'être avec nous. J'espère que vous appréciez toujours autant le podcast, autant que nous on apprécie le faire. Bien évidemment, partagez, likez, etc. Et merci à tous nos tipeurs qui nous soutiennent symboliquement. C'est vraiment super. S'il y en a d'autres qui veulent en 2024 se dire tiens, peut-être que ma résolution cette année ce serait de donner un petit peu, de partager peut-être des gens qui ont peut-être un peu plus besoin que nous. Eh bien peut-être vous pourrez le faire sur notre Tipeee. Mais sur ce, en parlant de nouvelle année, on vous souhaite évidemment une excellente nouvelle année 2024. J'espère que l'année 2023 a été bonne d'ailleurs. Et donc voilà, moi je vous souhaite à l'année prochaine. Oui, et à bientôt. Tout le meilleur, à bientôt.